Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui pour revenir sur le repêchage 2025 de la Ligue nationale, Rick Springhetti se joint à la conversation. Salut Rick! Bonjour JB, ça va bien aujourd'hui? Yes, très très bien. Mieux que vendredi. Mieux que vendredi. Je sais pas pourquoi. Hein? Il y avait pas... La soirée était un peu longue, la façon que la Ligue nationale décidé de faire ça, mais je comprends. Oh my gosh, j'ai trouvé ça pénible. Oui, oui. Ça avait l'air comme vraiment là, malaisant pratiquement à regarder. J'étais comme, oh boy, c'est mal fait. Ça a l'air un peu cheap, ces bords des fois. Là, tu dis, ça, c'est la meilleure ligue de hockey au monde. Fait que toutes les autres, ça doit être tellement mauvais. Non, non. C'est juste celle-là qui a décidé. C'est vraiment la Ligue nationale. Mais ça a l'air que même beaucoup de dirigeants de la Ligue n'ont vraiment pas aimé ça. Alors, je pense que l'année prochaine, ça revient. Puis d'après moi, parce que c'est la meilleure ville au monde pour faire le draft, ça devrait être à Montréal, le grand retour, d'après moi. Je voudrais tellement que ce soit le cas. Ah, ben écoute, à suivre de ce côté-là, Montréal qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Je me faisais la réflexion avant qu'on commence l'enregistrement. Je me disais, on vient de vivre le repêchage dans la sphère à Vegas il y a un an. Avec, où il y avait une couple de vedettes, il y avait du monde qui venait annoncer, il y avait un show, les écrans dans le plafond, tout ça. Puis là, tu arrives d'un arène, pas d'un amphithéâtre ni d'un aréna, mais dans une salle de spectacle. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a bien des joueurs, même en début de première ronde, que quand ils étaient sélectionnés, la caméra va sur eux autres, puis en arrière, tu vois juste des bancs vides. Puis là, tu fais comme... Fait qu'ils n'ont pas rempli la salle, là. Ça a l'air que c'était comme plein à 60% à peu près. Fait que quelle ambiance t'avais là-bas? T'en avais pas. T'avais pas les équipes, t'avais pas tout le brouhaha qui vient avec, toute l'effervescence. C'était vraiment plate, là. Puis je me dis, sur place, là, ça devait être horrible à vivre. C'est ça. Puis il n'y avait pas d'ambiance, même que... Waddell, le DG de Columbus, pense qu'il n'y a pas eu d'échange parce que les DG ne pouvaient pas se parler, ils ne se voyaient pas, ils restaient tous dans dans leur petit bureau chez eux. Puis c'était plate parce que le repêchage, c'est beaucoup ça, c'est de voir les échanges, voir quel DG parle à l'autre. Tu es comme, ils sont en train de faire quelque chose ou c'est juste un brin de conversation. C'est vraiment ils ont essayé quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est un des arguments qu'ils ont fait en voulant dire, on veut être un peu comme ils font au basketball, mais pourquoi répéter quelque chose que quelqu'un d'autre fait? Tu sais, je veux dire, la, la Ligue nationale n'est pas proche de la NBA en termes de statut, en termes de popularité aux États-Unis, en termes de gros noms. Essaie pas de faire la même affaire qu'ils font. Fais quelque chose de différent, puis garde ta propre identité, mais on verra. Ben, c'est ça. On verra ce qu'ils vont faire. C'est la culture de la Ligue nationale. C'est un événement qui est reconnaissable. Là. Quand tu penses au repêchage de la Ligue nationale, tu te dis, c'est dans une des arénas, c'est avec les joueurs qui vont se rendre, que leurs chums, leurs amis. Parce que là, quand tu es dans un théâtre à LA, c'est pas la même quantité de monde que tu peux avoir en termes de partisans, en termes de famille, en termes d'amis, d'entourage avec les joueurs. Ça donne pas la même ambiance. Puis là, ben, toutes les... on voit Kent Hughes qui jase avec tel gars de tel... avec Columbus, avec San Jose. Qu'est-ce qui se passe? Puis le réseautage, il n'y en a pas, là. Il n'y en avait pas. Non, c'est ça, il n'y a eu rien. Puis toute la journée, on avait entendu parler que, oh mon Dieu, ça jase, ça va être fou le repêchage. Puis en fin de compte, il n'y a eu absolument rien à part des échanges de choix. Là. Oui, il y avait l'échange de Montréal puis les Islanders, mais ça, il est arrivé il y a des heures et des heures. Là, tout le monde le savait. Mais après ça, une fois que ça a commencé, je pense que c'était juste des choix
de repêchage qui avait changé. C'est de valeur. Peut-être qu'ils vont apprendre de ça. Ils ont essayé quelque chose de nouveau, puis je pense que ça va être la dernière fois. Je pense qu'ils vont revenir à la bonne vieille manière de faire ça. Tout ça pour des économies parce que les équipes disaient ça coûte cher d'amener tout notre staff. Ouais. Puis je disais ça à ma blonde, je dis, ben leur staff là, de recrutement, il est partout dans le monde. Faut quand même qu'ils l'amènent tout à une place. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est la seule occasion des fois qu'ils ont à se faire voir. Puis on dit tellement qu'ils sont importants, l'équipe de recruteurs, puis c'est tellement important le repêchage. Puis c'est la seule occasion qu'ils ont à se rassembler puis être un peu les vedettes de la fin de semaine. Alors, ouais, c'est ça, c'est de valeur, mais bon, on verra ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Mais j'ai l'impression que ça va revenir à la bonne vieille méthode. Je suis pas mal convaincu. Ouais, puis même, mettons le top 5, top 10, ça va. Là. Les joueurs qui s'en vont rencontrer leur équipe en visioconférence. Oh, gosh. Puis après ça, là, tu fais comme, ah non, ça va être 32 fois ça. C'est tellement vrai. Il y en a quelqu'un DG qui est un peu plus âgé qui avait l'air tellement mal à l'aise. On dirait qu'ils ne sont pas habitués à la technologie. Qu'est-ce que je fais ici? Ah ouais, pas puis de bon sens. la technique qui ne suit pas, tu fais comme le kid, il est en pleurs, tu sais, Justin Carbonneau, qui est comme tellement heureux qu'il embraille, puis ça jamme. Tu fais comme, ça va être son souvenir de son repêchage de Zoom qui a décidé de flancher au mauvais moment. C'est puis c'est les questions, tu dis quand l'équipe a monté pour te repêcher, ça va. Tu fais comme c'est un angle pour la présentatrice qui est avec le jeune. Tu as un angle où vous dites hey, vous le vouliez vraiment, blablabla. Mais quand l'équipe a baissé de rang, tu fais comme moi j'ai un malaise là, on pourrait skipper ce bout-là. Ils ont tout dit la même affaire, on a baissé, puis en fin de compte, c'est le gars qu'on aurait pris de toute façon. Ils disent tout ça, je suis certain. Fait que toi, tu dirais quoi en termes de spectateur du repêchage? Une note, mettons, sur 10. Ton expérience, c'était quoi? Comme spectateur, le show, simplement là. Comme spectateur, c'était comme un 5 environ, là, c'était plate, c'était nul, c'était là. Même si je suis friand du repêchage, j'avais été invité à mon bon ami Phil, là, que je salue, qui était tellement gentil de m'inviter chez lui. Il a fait un beau draft, un beau fight pour le draft, un beau party. Puis, en fin de compte, on était tellement pas embarqués qu'on s'assoyait, puis on jasait, puis on regardait le draft passer un après l'autre. Puis oui, on parlait des joueurs, puis tout ça, mais on ne regardait pas l'événement. On regardait qui était le prochain choisi, puis après ça, on se parlait entre nous autres. On avait manqué d'intérêt. Vous aviez le temps en plus entre les sélections, puis avec les pubs, puis avec. Quand le gars il jase avec son équipe, que tu sais que ça va être encore une autre fois les mêmes questions, le même flottement de on est content de t'avoir. Puis, tu dis, on a là, du temps pour manger des chips, puis prendre des nouvelles de ta blonde, toi, comment est-ce qu'elle va? Puis... Oui. Mais je pense que c'est aussi un des problèmes, c'est que c'était présenté par la Ligue. Et c'était des questions. On dirait que l'animateur et l'animatrice étaient des employés de la Ligue. Alors, les questions étaient super, super superficielles. Ah oui. Tandis que dans le passé, c'était présenté, mettons, par TSN ou Sportsnet ou RDS, puis c'était des journalistes qui posaient des questions. Il y avait une certaine préparation. Il y avait des questions qui étaient peut-être un peu pointillées vers certains joueurs. C'était beaucoup plus intéressant. Là, tu entendais des questions un peu plus précises, un peu plus intéressantes. Là, c'était vraiment vague. C'était comme, est-ce que vous êtes heureux d'avoir été choisi? Ben oui. Non, moi, je voulais aller ailleurs. Que ça, là. Ce gars-là, on le voulait pas, mais bon, il restait inclus sur notre liste. Alors, comme spectateur, je dirais que c'était un 5. Là. C'était pas amusant. Puis je pense que c'est le commentaire que tout le monde avait. Là. On était tous un peu bof. Ça a duré comme 4h30. Un enfant de même. Oui. C'était long, là, c'était interminable. Moi, j'ai fini ma soirée, j'étais brûlé. Oui. Le lendemain, je me suis levé avec un gros mal de tête. On dirait que j'avais pris une brosse puis je n'ai pas touché d'alcool la soirée d'avant. J'étais comme tellement déçu. Tant comme sentir comme ça, j'avais pris un bon bouteille de scotch ou quelque chose comme ça d'intéressant. Mais non, pas du tout. J'étais juste épuisé. Ouais. Parlons du repêchage, mais du côté des espoirs, on savait que le top 10 était pas mal fiable. T'sais, on savait que Schaefer, Misa, Desnoyers, ça allait sortir au début. Sinon, comment tu as trouvé les sélections dans le... Passer le top 10? Est-ce que tu as eu des surprises? As-tu des gars qui ont droppé ou des gars qui ont été sélectionnés plus haut que ce que tu pensais? Des surprises de ton côté?
En termes d'avoir été choisi plus haut qu'on s'attendait, je pense que Columbus a vraiment choqué le monde au complet en ayant choisi le gardien Pyotr Andreyanov de la Pérouge, de la Ligue junior de la Russie. Même si on savait que c'était un bon gardien, puis il était quand même bien coté, 20e, c'était un gros choc pour tout le monde. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas la première fois que Columbus nous fait cette surprise-là, parce qu'en 2021, il avait choisi Chikhanov Ouais. au début de la 20e aussi, qui était un joueur qui n'était pas du tout classé très haut. Parce Et qu'il ils sont allés était. chercher. Il Alors, était. C'était pas un overager? C'était pas. c'était un overage de mémoire, oui, aussi. Ça aussi, Il c'est était vrai. C'était un disponible le overage draft aussi. d'avant, puis ils l'ont ramassé dans le draft de l'année d'après. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis en première ronde, Ah c'était ouais. un choc. Et cette année, ils nous font le même coup. Alors, il faut comprendre que je ne sais pas c'est qui leur dépisteur russe, mais il doit avoir du pouvoir dans cette organisation, pas à peu près, là, Mhm. pour avoir convaincu l'équipe de faire ça. C'est pas que si on le voit comme un choix de première ronde qui vaut la peine, je respecte ça. Mais j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi ils n'ont pas descendu un peu puis avoir un autre actif. Je ne pense pas qu'il y avait une équipe qui allait le choisir dans les rangs après eux autres. Là. Mhm. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, pour moi, ça, c'était la grosse surprise en termes de la première ronde qui avait été choisie beaucoup plus haut que je m'attendais. En termes de qui a pu descendre, mais Victor Eklund, pour moi, c'était un peu la grosse surprise en 16e choix en tout. Victor Eklund, que pratiquement tout le monde voyait entre 6 et 11. Il est allé 16. J'ai l'impression que ça, même si c'est une surprise, je m'attendais un peu à ce que quelque chose comme ça arrive encore. Mhm. Parce que les DG de la Ligue nationale ont encore très frais en mémoire les séries et Eklund n'est pas le plus grand attaquant, Uh-huh. même s'il est très fringant, il n'a peur de rien, il va dans les coins comme il n'y a pas de problème, puis il s'engage physiquement dans le jeu, il n'est quand même pas le plus costaud. Alors, je pense que le fait que c'est un ailier de la Suède qui n'est pas super costaud lui a fait perdre quelques rangs, ben c'est bon pour les Islanders parce que 16e, c'est tout un choix pour eux. Là. Ils doivent vraiment être heureux de ça. Alors, ça, c'est les deux gars qui, pour moi, il y a aussi peut-être Mason West, là, le gros, énorme gaillard là, qui a été choisi par Chicago en fin de première ronde, puis ils ont donné des actifs pour l'avoir. Euh, c'est un attaquant de 6 pieds 7 il a partagé son temps entre le football puis le hockey, puis en fin de compte, il a décidé d'aller au hockey. C'est un excellent corps arrière aussi. 6 pieds 6 ou 6 pieds 7, même maintenant, je pense qu'il est rendu 250 livres. Il n'a pas démontré un tonne de production au hockey, mais je pense que Chicago font une projection dans quelques années. Ils vont pouvoir le faire devenir un joueur spécial parce qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Mhm. Est-ce qu'ils se sont dit, peut-être tu sais, la réflexion, ce gars-là, il est bon, puis c'est même pas son focus principal. Tu sais, il fait deux sports qui sont exigeants de manière complètement différente. Niveau athlète, on comprend que c'est quelque chose, mais côté joueur de hockey, il y a une progression à aller chercher. C'est peut-être ça le calcul qu'ils ont fait. Là. 100% ce point-là. Je pense que c'est très possible. Aussi, les qualités qu'un bon corps arrière a peuvent se transposer aussi au hockey en termes de vision, en termes de Uh-huh. prise de décision, en termes de qu'est-ce qu'il voit en entour de lui. C'est une très bonne observation. Je pense que c'est très vrai. Et je pense que dans le cas de Chicago, ben, ils ont accumulé tellement de choix depuis quelques années qu'ils ont dans le système qu'ils se sont dit, ben, on va prendre une chance avec un gars comme lui. Uh-huh. Ça pourrait vraiment avoir de l'allure. S'il n'y aurait pas eu autant de choix, si notre équipe aurait peut-être dit non, on ne prendra pas de chance, on va jouer ça un peu plus safe. Dans le cas de Chicago, ben, ils se sont dit ben, pourquoi pas. On a des choix, on a des Why not? espoirs. Ils sont vraiment nantis, surtout défensivement. C'est quand même une organisation qui a une défensive extrêmement jeune, avec d'autres espoirs dans les mineurs qui pourraient faire la Ligue nationale. Alors, ils sont rendus à un certain point dans leur reconstruction parce qu'ils peuvent prendre des chances. Alors, ça a de l'allure pour Chicago, Mhm. même si j'ai trouvé le choix un peu surprenant. Ouais. West, ses parents, ils n'avaient pas peur de payer pour de l'équipement. Hein? Football puis hockey, c'est pas les sports les plus légers, c'est l'équipement. Peut-être pas, mais en ce moment, quand t'es bon comme lui, je pense que tu ne payes pas beaucoup d'équipement non plus. Ouais, Hein? ça doit. Mais tu sais, plus jeune, pour commencer, là, comme, hey, maintenant. Oui, en effet, en effet. Là. Ben, il y a l'Indina aussi, qui est une école
privé assez huppé dans le OK. Minnesota. Alors, ça coûte cher. Ah bon. Alors, je pense que financièrement, c'est pas le plus gros problème qu'ils ont eu. Sont corrects, sont lousses. Euh, Exact. Moi, un joueur qui m'a surpris, en fait, pas le rang de sélection, mais l'équipe qui l'a choisi, c'est Joshua Bergen, gardien de but Oui. choisi au 30e rang à San Jose. San Jose qui viennent d'aller chercher Askarov, Mhm. qui va débuter sa carrière comme Bergen, les gardiens de but, ça prend plus de temps à développer, mais je C'est pense ça. pas que dans 5 ans, Askarov soit plus là. Non, mais peut-être que dans 5 ans, si Ravensburgen devient un bon gardien, mais là, tu sais, Askarov peut être une monnaie d'échange. Il y a toujours deux façons de voir tes joueurs. Tu les vois comme joueurs dans ton équipe ou tu les vois comme actifs. Si tu les vois comme actifs, ben, tu dis peut-être qu'Askarov ou Ravensburgen dans 5 ans, si on a signé Askarov un contrat à long terme, on peut se dire, mais peut-être que Ravensburgen, qui va, s'il devient aussi bon qu'on espère qu'il va l'être, il est prêt à être gardien numéro un, puis il est jeune. Mais ça, c'est tout un actif à échanger. Là, tu accumules des options pour ton équipe. J'ai quand même été un peu surpris, juste parce que je pense pas que c'est un gardien de première ronde, simplement. Là. Tu sais, tu regardes ses statistiques, puis c'est même pas un pourcentage d'arrêt de 900%, qui est vraiment pas fort, mais tu dis, tu sais, les gardiens sont tellement différents qu'ils ont dû faire une évaluation par leurs spécialistes de gardiens qui ont dit, oui, il n'y a pas une très bonne, un excellent pourcentage d'arrêt. Prince George est peut-être une équipe correcte, mais il y a la technique qu'il faut pour devenir quelque chose. Alors, c'est la façon qu'ils ont décidé. Encore sans oser, ont des choix à n'en plus finir. Alors, ils peuvent prendre cette chance-là, mais j'ai vraiment été un peu surpris qu'il ait été si haut. Vraiment, là, je pense qu'il aurait pu attendre un peu puis peut-être avoir d'autres choses, mais en tout cas, ils font leur classement, puis je respecte ça. Ben oui. Puis, tu sais, on verra dans 5-10 ans qui a Oui, gagné ou perdu cette journée-là oui, du repêchage. Puis là, tant exact. qu'à être là, je veux que tu te mouilles, Rick. Qui a gagné le draft cette année? Mes observations, je pense que mon, mon équipe favorite, puis je suis heureux pour eux, parce qu'ils ont un nouveau DG, c'est les Islanders de New York. OK. C'est facile de dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ont choisi Matthew Schaefer, c'est évident. Tu sais, je veux dire, Uh-huh. c'est énorme. Tu sais, on va commencer avec ça. Ça, c'est l'avantage qu'ils ont eu. Ils n'ont pas eu une grosse. Ils n'ont pas eu beaucoup de, de crédit pour ça. C'était tellement évident. Mais après ça, ils ont choisi un paquet de joueurs que j'avais classés beaucoup plus haut et ils les ont eu plus tard que je m'attendais. Victor Eklund, comme je dis, moi, je pense que je l'avais huitième ou neuvième de mémoire. Là, je n'ai pas les notes devant moi. Mais c'est tout un attaquant. Vraiment, là, il est fun à regarder, il met de la pression. Après ça, dès le 17e choix, c'était Keyshawn Aitchison, qui j'avais un peu plus bas, mais c'est un beau choix à ce rang-là, je pense, pour les Islanders. Il va emmener un peu de force, d'attitude, un peu d'intimidation, parce que c'est un gars qui frappe très, très, très fort, surtout dans la glace comme open ice, comme on dit au milieu de la glace. C'est une bête. On l'accuse des fois de se battre contre des gars qui sont plus petits que lui. Mais j'ai regardé assez de ses parties, puis tu sais, il n'y a pas le choix des fois. Il donne une grosse mise en échec à quelqu'un, puis il se fait sauter dessus tu sais, parce que les coéquipiers sont pas Il heureux. assume. Il C'est un gars assume. plus petit. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je ne peux pas rester là à me faire frapper. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est l'un des gars qui était le plus populaire dans les entrevues. Il est très, très, il est très ouvert, il est très, très à l'aise. Il aime jaser avec le monde. Il a fait une belle impression. Puis après ça, Daniel Prokhorov, que mon collègue Grant chez Recruits, tu sais qu'il avait classé 10e. Il l'adore par-dessus un attaquant de 6 pieds 6 qui compte encore, puis qui est impossible à bouger devant le but. Mais ils l'ont eu en deuxième ronde. C'est un très beau choix. Luca Romano, que moi j'avais classé 35e, il a été choisi en troisième ronde. Puis après ça, Thomas Politan, Sam Lorilla, Bruce Hood, un bon gardien que j'aime beaucoup, beaucoup, qui était choisi en sixième. Et le dernier choix, même en septième ronde, là, tu sais, le choix septième, on s'en fout. Jacob Ksenica du programme américain des moins de 18 ans. C'est pas un gros gaillard, il est 5 pieds 11, mais c'est un petit gars, une petite mouche qui vole partout sa glace, qui rentre dans le tas, qui cause des problèmes, qui est très bon défensivement.
même en septième ronde, c'est pas un mauvais choix. Tu sais, j'aime tous les choix pratiquement qu'ils ont fait. OK. C'est tous des bons value picks. Alors, très bel job. Puis après ça, je pense que Nashville était proche aussi avec Brady Martin, qui est quand même le seul qui n'était pas là au repêchage, comme on a pu voir. Ah oui, il C'était travaillait sur vraiment la bien. ferme avec ses parents. Tellement impressionnant. Mais après ça, Cameron Reed, un défenseur que j'adore, il est tellement bon à la relance, là. Une bonne première passe, puis l'attaque se poursuit avec lui très rapidement. Riker Lee, qui a eu une poussée de croissance de plus de 2 pouces dans la dernière année. Alors, considérant ça, il a quand même été très bon. Des fois, ça peut être difficile pour un joueur. Très beau choix. Puis, tu sais, Jack Rombach, Ivan Kovic, le gardien, qui a eu des bien meilleures statistiques que Ravensburger, mais qui est plus petit, alors ça inquiète les gens. Et de Chicoutimi, Alex Wang, qui est un petit défenseur, mais un très, très beau patineur, sort la rondelle rapidement de sa zone. Alors, un très bel repêchage, je m'excuse pour Nashville. C'est les deux équipes qui, d'après moi, m'ont le plus impressionné. OK. Puis à l'inverse, quelle équipe ça n'a pas bien été? Moi, j'ai lu sur The Athletic là, que Toronto, que c'était ordinaire. Là. J'ai pas adoré Toronto, mais je peux pas leur donner trop de. Je peux pas les lancer des pots nécessairement parce qu'ils choisissaient pas mal tard. Ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de choix. J'ai considéré le repêchage pas fameux, mais j'ai encore moins aimé le repêchage de la Caroline, OK. qui, oui, vont toujours choisir le joueur le plus talentueux, mais ça donne une équipe souvent très légère, qui a de la misère à performer lorsque les parties sont importantes. Puis, tu sais, en deuxième ronde, ben, un très bon gardien, en Semyon Frolov, mais c'est un gardien. Je pense qu'il aurait pu être choisi plus tard. En deuxième ronde, Charlie Serato, qui est un joueur, un overage encore, qui performe très, très bien dans un programme américain de collège. Mais c'est un joueur très vanille. Il n'est pas super grand, il est rapide, il produit, mais pas super physique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être au prochain niveau. Tu sais, puis après ça, Ivan Ryabkin, qui est je suis désolé, là, mais c'est un peu un désastre. Là. C'est un gars qui compte, mais qui profite de ses coéquipiers. Il a du talent, oui, individuel, impressionnant, terrible attitude, des pénalités de match juste parce que monsieur n'était pas heureux d'avoir reçu une mise en échec légale, pas très forte à part ça. Euh, c'est gros, je pense qu'il était à un certain point, il paraît qu'il était, pour un gars de Saint-Pion, je pense qu'il était 227 livres, puis c'était pas super, c'était pas un tank de muscle non plus, là. OK. Il était grassouillet un peu pour un joueur de hockey qui venait de la Russie. J'ai bien aimé le choix de Roman Bosov en cinquième ronde. Je pense que c'est un très beau choix, mais en tout, c'est répétitif dans le cas de la Caroline. Oui, des joueurs talentueux, mais des joueurs légers, des joueurs faciles à jouer contre. Et ça se voit en série, ils ont bien de la misère à prendre un autre pas. Ils sont toujours pognés un peu à la même place. Leur façon de faire va aller jusqu'à un certain point. Aussi, je n'ai pas adoré Los Angeles juste parce que Henry Bustewitz, défenseur des London Knights, moi, je l'avais 59e. Ils l'ont choisi, je pense, 26 ou 25, ou C'est peut-être 31. 30 ou quelque chose. C'est 31. 31, ouais. Euh, pour moi, c'est un défenseur encore la même chose, un peu fade, un peu peut-être surévalué parce qu'il joue avec les légendaires Mhm. Knights de London. Mais je ne l'adore pas. Puis après ça, tu sais, Wojtek CR, qui est un bon un joueur attaquant de troisième, quatrième trio, un joueur d'énergie en fin de deuxième, c'est bien correct. Puis après ça, j'ai bien vu qui m'a vraiment excité. Alors, c'est les deux équipes que je ne veux pas utiliser le thème perdant, je n'aime pas utiliser ce thème-là parce que c'est le repêchage, on sera dans 5 ans. Mais c'est des joueurs que j'ai moins aimés. Des OK. équipes que j'ai moins aimées, je veux dire. OK, C'est OK. mon point de vue. Euh, on remarquait que côté repêchage chez les défenseurs, il n'y a aucun défenseur de moins de 6 pieds qui a été sélectionné dans le draft. Toi, est-ce que ça t'étonne parce que tu sais, on vient d'avoir Lane Hudson qui est minuscule, qui gagne le Calder, mais en même temps, les séries, ça s'est gagné dans les dernières années avec des grosses brigades défensives. Fait que toi, est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu avais des défenseurs de moins de 6 pieds sur ta liste que tu aurais vu être repêchés? Je ne peux pas penser à un défenseur qu'ils ont manqué cette année. OK. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de défenseurs de 6 pieds exacts qui ont été choisis et Uh-huh. que je crois qu'ils sont peut-être 5 pieds 11, plus que 6 pieds. Là, mais ils sont déclarés comme étant 6 pieds. C'est juste pas l'année, mais en même temps,
euh, tu sais, la Ligue nationale, c'est une ligue qui copie qu'est-ce qui a marché récemment. Ah, Et récemment, la Floride a gagné les deux derniers championnats, puis avant ça, ils ont été en finale. Alors, je pense que tout le monde devient obsédé. On a vu la Philadelphie, par ailleurs, je pense qu'ils ont systématiquement refusé de repêcher qui que ce soit qui a moins de 6 pieds 2 là, pendant les 3 premières rondes. Là. C'était un peu fou, un peu. Euh, alors, c'est une ligue qui copie qu'est-ce que les autres font. Je ne sais pas si c'est toujours la meilleure façon de faire, parce que je pense que tu peux perdre des options. Mais cette année, il y avait beaucoup, beaucoup de défenseurs de 6 pieds exacts qui ont été repêchés. Alors, il pourrait y en a quelques-uns qui étaient moins de 6 pieds. Alors, c'est pas vraiment une surprise, non. Puis Montréal en a choisi un bon de 6 pieds exacts aussi. Alors, on verra. OK. Parlant de Montréal. Ah non, avant. Parce que là, je veux y aller dans l'ordre. On fait aller. Ben oui. Après ça, on tombera dans le Canadien. On a des affaires à jaser. Oui. Est-ce que tu vois un joueur qui a été sélectionné, je vais dire, mettons, top 10, top 15, Uh-huh. qui va se planter? Parce qu'on s'entend qu'en première ronde, là, ils sont tout beaux, sont tout nouveaux, tout le monde est content, mais il y a des équipes qui vont avoir fait des mauvais choix ou des joueurs que ça ne fonctionnera pas. Est-ce que toi, tu es capable de cibler un ou deux gars que tu ne penses pas que ça va marcher? Puis pour quelle raison? Je ne dis pas que c'est dur à voir quelqu'un que ça ne va pas marcher comme étant un joueur de la Ligue nationale de hockey. Et je pense que tous les 10 devraient faire la Ligue dans un rôle ou non. Mais je pense qu'il y en a deux là-dedans qui n'auront peut-être pas la carrière qu'un top 10, on s'attend d'eux autres. OK. Un, c'est juste des problèmes de dos, c'est Roger McQueen, qu'il faut toujours se questionner si le dos est un problème chronique ou non. Uh-huh. Euh, il est revenu l'année dernière, puis c'était pas à la fin de l'année, mais on dirait qu'il n'était pas bien. Il n'a pas connu une très bonne fin de saison. 10e choix du Il a côté joué de beaucoup trop Anaheim. de. Oui. Puis je comprends le choix d'Anaheim, parce que si ça fonctionne, être un joueur de centre droitier de 6 pieds 5, 225 livres, là, Uh-huh. ça vaut la peine. Puis eux autres, ils peuvent prendre cette chance-là, puis ils l'ont même dit. Ouais. Il dit, on était dans une position pour faire ça. Alors, c'est toujours le risque. L'autre que moi, je pense qu'il n'aura pas la carrière qu'on s'attend, c'est Radim Murtika que Buffalo a choisi juste avant en 9e. L'inquiétude que j'ai est de deux côtés de voir ça. Il est très grand, très costaud comme défenseur. Et je pense qu'il est tellement plus gros et costaud que les autres qu'il y a plus d'espace qu'il y aurait habituellement dans la Ligue nationale. Et c'est là où est-ce que son offensive est créée. Il peut avancer avec la rondelle et est capable de la protéger parce qu'il se fait attaquer un peu ou l'attaquant adverse. 5 pieds 9, 5 pieds 10, lui est 6 pieds 4. Ouais. Puis dans le Comme junior, on 235 s'entend livres. que tu tombes sur les troisième, quatrième trio adverses. Il y a une grosse disparité en termes de niveau de talent. Exactement. Fait que 100%. tu peux t'en sortir sur un bon pourcentage du match. Tu t'en sors en n'ayant pas les Exact. meilleurs effectifs contre toi. Puis, je me souviens du show qu'on a fait avec Simon Boisvert. Puis lui aussi, c'est un gars qui ne voyait pas être sélectionné très, très tôt. Mais on comprend, défenseur droitier, si ça fonctionne, c'est un beau guess. Mais Murtka, moi, je le voyais pas. Là, de ce que j'ai vu de lui, je suis pas convaincu non plus que ça va C'est fonctionner. C'est pas un gars que ses premières enjambées, d'après moi, sont très bonnes. Ses mains sont très, très, très moyennes. C'est pas un gars qui manie la rondelle très fluidement, qui est capable de s'avancer rapidement puis gagner de l'espace. Et qu'est-ce qui m'inquiète défensivement, c'est sa mobilité latérale qui n'est pas super. Alors, lorsque des attaquants de la Ligue nationale vont rentrer à toute vitesse, lui, il va avoir bien la difficulté de bouger assez rapidement pour restreindre l'espace puis garder à l'extérieur sans se faire dépasser. Puis ça Uh-huh. va causer des 2 contre 1. J'ai une inquiétude. Je pense que dans le cas de Buffalo, il y a eu une petite panique. Puis on a vu un peu cette fin de semaine, ils se sont jetés sur tous les défenseurs droitiers possibles. Le gros échange là, avec Utah pour Kesselin, qui est un très, très bon défenseur, très sous-évalué. Mais ils ont donné beaucoup pour l'avoir. Ils ont acquis Connor Timmins, qui roule sa bosse après des années dans la Ligue nationale, qui n'arrive pas à vraiment se placer. L'année dernière, ils ont choisi en 2e ronde Adam Kleber des Stars de Lincoln, un autre gros défenseur droitier. Et même Buffalo, après avoir choisi Radim Murtika, ils sont allés choisir David Bedkowski, qui est un autre gros défenseur droitier de Owen Sound.
Je pense que Si on dit à un moment le donné, côté neuf, ça droit va marcher. Mais c'est ça le problème, c'est que leur manque d'un défenseur droitier potable leur a tué cette année. Euh, En termes d'alignement, Buffalo n'est pas si mauvais qu'ils en ont l'air, mais le trou qu'il y avait à la défense droite était trop énorme. Tu sais, Connor Clifton, qui jouait 20 minutes par game pratiquement, c'est inconcevable à cet Uh-huh. âge-là, puis à l'âge qu'il a. Le premier défenseur droitier est un gaucher, Samuelson, qui est un défenseur gaucher de troisième paire, qui l'ont mis en première paire à la droite parce qu'il n'y avait rien d'autre, puis ça marchait un peu avec Dallin, même si c'est Dallin qui tenait ce duo du bout de ses bras. Alors, c'est peut-être un peu l'inquiétude qu'ils ont eu de dire on ne peut plus avoir ce problème-là. Là. On doit trouver des défenseurs droitiers. Alors, ils sont attaqués dessus à toute leur force pour trouver des défenseurs droitiers. Fait que Alors, je leur souhaite plus de succès. quand on dit que les équipes ils vont chercher le meilleur talent disponible, puis que tu ne regardes pas nécessairement tes besoins, c'est pas supposé de t'influencer. Buffalo, ils ont pris ce papier-là, puis on sacre au Oui. vidange. Oui, c'est ça. Alors, il y a le meilleur joueur défenseur droitier. Oui, c'est ça, le meilleur là. Alors, écoute, je leur souhaite du succès là, parce que c'est plate pour la ville, là, puis c'est plate pour l'équipe. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas de succès, mais on verra. Mais Murtica ne sera pas prêt pour la Ligue nationale pour au moins 3 4 ans, d'après moi, Ouais. s'il fait la Ligue. Puis c'est un gros c'est ça, si. s'il fait la Ligue. Puis au mieux, on disait 5-6, probablement. D'après moi, au mieux. S'il fait plus que ça serait plutôt une surprise. Ça, c'est repêché 9, là. Il en restait C'est du ça. talent, là. Mais, tu sais, pendant longtemps, je disais à des gens autour de moi, en fin de repêchage, lorsque tu es rendu en cinquième, sixième ronde, choisis des positions premium. Choisis des gros défenseurs droitiers. Choisis des gros joueurs de centre, même si c'est des joueurs de centre de quatrième trio, là, sans aucun potentiel offensif. Dès la cinquième ronde, essaye d'en choisir quelques-uns. Parce que, comme je disais avant, l'actif est le joueur qui va jouer dans ton alignement ou le joueur que tu peux échanger pour avoir un beau retour. Puis on s'attend. Écoutez, il y a des années, David Savard a été échangé de Columbus à Tampa Bay pour un choix de première ronde. OK? Il valait pas Ça a ça, valu mais la sa peine. position faisait en sorte qu'il avait une Valait valeur. ça, c'est ça. Le même joueur de la gauche était un choix de fin de deuxième ronde. Alors, des fois, Ben oui. il faut penser un peu actif. Oui, mais Et ça, je crois ça. tu penses actif, comment je te dirais ça? Quand tu les as dans tes mains, tu maximises l'actif, mais Oui. quand. C'est pour ça que tu dis à partir de la cinquième ronde, vas-y avec ce Oui, genre de. Mais tu fais pas ça en première ronde pour moi. Là, je Non, reviens non, sur la c'est ça, situation non. de Buffalo. Non. Ils n'ont pas maximisé C'est ça, leur l'erreur. choix. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est l'erreur. Et quand je dis, t'essayes de repêcher ces gars-là, je ne dirais pas à mon recruteur, dès la cinquième ronde, choisis un défenseur droitier, peu importe. Si le gars vient me voir et il me dit, écoute, il y a un gars que j'aime bien, c'est un ailier gauche, il est 25 ans plus haut que le meilleur défenseur droitier, prends l'ailier gauche, c'est correct. Là. Uh-huh. Je dis seulement, si c'est un peu serré, s'il y a un petit doute, vas-y toujours de ce côté-là. OK. Mais en fin de repêchage, pas le neuvième choix. Ouais. Tu disais tantôt que les équipes, tu sais, quand on parlait de la discussion entre les joueurs puis leur nouvelle équipe, là, on disait ah, c'était toi, tu sais, sur notre liste, on te voulait vraiment, même si on reculait. Ouais. On a eu ce genre de commentaires-là à propos du premier, du choix numéro 34 là, du Canadien. En deuxième ronde, Alexander Zarovski, qui a été choisi par le Tricolore. C'est leur première sélection qui a été faite à ce repêchage-là. Martin Lapointe et Nick Bobroff disaient qu'eux, ils l'avaient en milieu de première ronde. Mm-hmm. À quel point tu crois ça? Que ce gars-là était classé chez le Canadien à peu près au milieu de la première ronde, ce qui fait que, dans le fond, la transaction pour Dobson, qui a coûté 2 choix de première ronde, 16 et 17, ben finalement, ça lui en a coûté l'équivalent de n'y qu'un. Là. Je ne serais pas surpris qu'il aille si haut que ça. Peut-être qu'il y a un tout petit peu d'exagération, peut-être qu'il pensait plus 19 là, dans ce environ-là, mais je pense que c'est très, très possible. OK. Je pense que c'est très possible. Parce que, encore là, c'est pas toutes les équipes qui repêchent de la même façon au même moment. Pittsburgh, mettons, ils ont besoin de tout. Alors, eux autres, ils ont besoin de beaucoup de choix. Uh-huh. Eux autres, le plus que tu en as, le mieux que c'est. En ce moment, tu as besoin de. Ils n'ont rien dans le système. Là. C'est vite, vite, vite. Dans le cas de Montréal, ils ont déjà beaucoup dans leur système. Alors, ils sont en position de prendre un peu plus un risque.
Zborowski, qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans ce gars-là? C'est que lorsqu'ils ont fait le premier classement, la centrale de recrutement, il avait comme 140e joueur européen Wow. dans leur liste. Il était là, loin. Ben oui. Et à la fin, il était 5e. Alors, c'est une courbe de Progression. développement, une progression, c'est ça le bon mot, hallucinant. C'est facilement un des 3 meilleures manières de rondelles du repêchage. Ses mains sont superbes, il est créatif. Et un des commentaires qu'un dépisteur nous avait dit à Recruits, c'était que lorsqu'ils l'ont rappelé à la fin de la saison, l'équipe la KHL, pour finir la saison, lui donner un peu d'expérience, il a mieux paru là-bas. Parce qu'il a un peu simplifié son jeu, il a mieux utilisé ses trios, ses compagnons de trio. Alors, puis le gros défaut, puis moi j'avais la même observation dans mon classement, je l'avais mis, je pense, 26 à cause de ça. 31 de ce que j'ai sur le guide 31, de Recruits. je l'avais mis. 31. Je te watch. Alors, tu me surveilles, moi je m'en souviens même plus parce que j'ai passé à travers tellement de classements. C'est que son coup de patin est très moyen en ce moment. Mais il est 6 pieds 1, puis il est seulement 165 livres. Alors, si tu es spécialiste du patin, parce que toutes les équipes ont des spécialistes, pense que la technique est vraiment, vraiment à point ou elle peut facilement être améliorée, mais là, tu te dis, OK, c'est vraiment la force qui lui manque. Et une fois qu'il développe cette force, ben, ça va être un excellent patineur ou au moins un très bon patineur, avec beaucoup de créativité et des superbes mains. Ça, c'est un espoir de haut niveau n'importe quelle année. Et encore là, le deuxième avantage, c'est que Montréal ont, c'est qu'ils ont Brobov dans leur équipe de recrutement. Il connaît ses joueurs, les Russes, superbement bien. Il est plugué dans tout ce qui se passe en Russie. Il doit connaître le joueur, puis il paraît que c'est un chum de Demidov d'enfance. Ouais. Alors, il jouait souvent dans la même équipe. Alors, pour moi, c'est super excitant, puis c'est bien logique, puis je suis vraiment heureux que Montréal ont donné des choix et donné des actifs pour acquérir ce joueur-là, parce que pour Montréal, il vaut la peine, 100%. Le Snake l'avait 17e, mais tu sais, on le sait, là, le Snake, là, lui, dès que tu as des mains et tu fais des feintes, il capote là-dessus. C'est vraiment, là, c'est des qualités que pour lui, c'est primordial, puis je comprends 100%. Donc, bonne sélection, Zborowski numéro au 34e rang. Donc, le Canadien qui avait pu ses 2 choix de première ronde. Qu'est-ce qui s'est passé, Rick? Comment ça qu'il avait pu... Ah, mais il paraît qu'il y a un certain gars qui s'appelle Noah Dobson, qui est un assez bon défenseur. Ben voyons. Correct, là. Correct, là. Ça, c'était vraiment excitant, là. Le matin même, quand les rumeurs ont sorti, j'avais dit sur mon compte Blue Sky, je disais deux seules choses que je veux, c'est que, Ryan Backer soit pas inclus dans le retour. Ouais. Parce que Ryan Backer, d'après moi, peut bien devenir un Dobson dans quelques années. Il a les mêmes outils. Même la même charpente, la même habilité, tout est la même chose. Alors, je me dis, donne pas Dobson pour acquérir Dobson. C'est la seule chose que je voulais. La deuxième chose que j'ai dit, essayer de le garder un touche moins de 10 millions. Parce que tu as le contrat d'Hudson qui s'en vient. Ils ont accompli les deux choses. J'adore Heinemann, mais on s'entend qu'il est quand même assez... il est remplaçable. Là. C'est pas la mal à boire. Là. Même si j'adore bien le joueur. Tu l'avais pas dans ta liste d'intouchables? Voyons. Non, pas vraiment. Là. Désolé. Là. Je t'aime bien. Là. Je te souhaite beaucoup de succès. Puis je pense que tu as une belle place, que tu vas aller là-bas. Tu vas jouer beaucoup de minutes parce que les Islanders commencent à manquer d'options. Mais un très bel échange. Puis cette année, je pense que Montréal a choisi tellement depuis quelques années qu'ils pouvaient se permettre de donner des actifs comme ça. Et d'après eux, ils ont quand même eu le joueur qu'ils voulaient. Alors, c'est un win-win. Et qu'est-ce qui est excitant pour les amateurs du Canadien, c'est que la position la plus importante, d'après moi, ben, du moins, le facteur le plus important pour être une équipe gagnante, c'est d'avoir un bon top 4 en défensive. Et là, ils l'ont. Mais ils l'ont pour longtemps. En plus. Et Goulet est signé pour longtemps. Dobson est signé pour longtemps. Ryan Backer et Hudson, même s'ils ne sont pas signés en ce moment, leur droit appartiennent aux Canadiens pour les prochaines années.
c'est parti vraiment bien pour Montréal. Là. Puis Je te sens tu vas avoir deux énervé, duos de Rick. valeur. Je te sens de bonne humeur là, de parler de cette défensive-là. Oui, Euh, oui, j'essaie d'être un peu plus amateur en ce moment parce que je me dis, moi aussi, des fois, je dois regarder le hockey parce que c'est ce que tu sais, je fais dans ces émissions comme ci. Alors, mais là, ça va être fun. ben oui. Ça va être fun d'avoir Dobson et Hudson sur la glace. Un ou l'autre va toujours être sur la glace. Ben Et en oui, c'est avantage ça. numérique, si tu mets les deux, wow! Ben, j'écoutais, j'écoutais, je pense que c'est Tellement Hockey de Radio-Canada qui revenait sur cette transaction-là, puis il disait, comme les deux vont jouer à droite, ben ça fait en sorte que tu vas avoir les deux 22-23 minutes chacun sur la glace, fait que tu as à peu près 45 minutes de ton 60 dans le match, que c'est un de ces deux-là qui est sur la glace. D'après moi, les passes pour se rendre aux attaquants, pour produire de l'offensive, ils vont rentrer au poste, là. La rondelle va voyager, là. Oui. Mais, je pense que ça va être temporaire. Très temporaire. Ça pourrait juste être au début de la prochaine saison parce que je pense que la réalité, c'est que Matheson n'a pas un futur à Montréal en ce moment. Je crois pas. Ben, moi non plus, là. À l'âge qu'il a, alors, je pense qu'il va peut-être commencer la saison à Montréal, donner une chance à Reinbacker de continuer à se replacer à Laval, mais bientôt, il va monter. Alors, je pense que quand ça va arriver, Hudson va retourner à la gauche. Alors, ça va peut-être Hudson Reinbacker et Goulet Dobson OK. comme deux paires. C'est ce que moi je vois arriver. Là, ça devient vraiment fascinant parce Oui, que oui. là, tu as une relance des deux bords à chaque présence. Puis là, ta dernière paire, un gros défense physique qui fait juste la sortir de là. Mais c'est fascinant. Puis encore là, Dobson et Hudson dans la même équipe, une bonne relance. Puis tu as un gars qui s'appelle Demidov qui va faire ses débuts à Montréal. Il va toucher la rondelle. Ça va aider son développement. Ben oui. Parce que tu ne veux pas que Demidov ne touche pas la rondelle puis qu'il court après. C'est inutile. Là. Tu ruines tout son talent. Uh-huh. Il va avoir la rondelle sa palette. Là, il va pouvoir faire des jeux. Ça devient vraiment intéressant. Oui, oui. Puis, moi, tu sais, pas un dommage collatéral, mais un bénéfice collatéral que je vois en plus dans cette acquisition-là, c'est que depuis le début que Arber Xhekaj est avec le Canadien, que je dis, s'il était à l'attaque, ça serait tellement mieux parce que quand il se bat, tu perds un défenseur. Oui, là, avec la qualité du top 4 que tu vas avoir avec Reinbacker, avec Dobson, avec Hudson, puis voyons l'autre, Goulet. 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 Ben, ils vont pouvoir la prendre la glace pendant que Xhekaj ne sera pas là. Ça sera plus bon inquiétant. point. Là, tu te ramasses pas avec une brigade que tu as David Savard ça. qui a la langue à terre parce qu'il donne tout ce qu'il peut, mais qu'il n'en reste plus dans le teint. Tu as un top 4 qui va être capable de patiner pendant 45 minutes dans un match. Oui. Et encore, si je peux aller encore plus loin, parce qu'on va continuer à aller avec ça encore plus loin, s'ils décident que pour l'instant, ils vont commencer Hudson à la droite, puis Madison va commencer l'année à Montréal. Alors là, tu vas avoir, mettons, Goulet, Hudson à droite. Tu vas peut-être avoir Madison, Dobson, une autre paire. Mais ta troisième paire devient qui? Ben, elle devient Xhekaj avec Carrier. Ouais. Là, Carrier va pouvoir donner beaucoup plus d'aide à Xhekaj, couvrir pour lui. Quand Xhekaj était à sa glace avec David Savard, malheureusement, ça ne bougeait pas. Il n'y avait pas assez de vitesse. Là, c'est mieux balancé. Là, tu peux jouer Xhekaj plus souvent et le développer et continuer à le développer. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui importe à Martin Saint-Louis, c'est je veux un bon joueur qui est capable de se battre. Je ne veux pas avoir un gars qui se bat que j'essaie de faire devenir un joueur. Uh-huh. Et que je dois protéger. Parce que c'était pour ça que Savard était là. Il était supposé d'être, mais il n'y avait plus la vitesse. Là, Carrier, qui a une bonne conscience défensive, en plus qui est petit, ben là, il y a un gros gaillard à côté de lui qui va pouvoir donner des... Tu sais, je trouve, oui, que ça se balance tellement bien. Ça implique que Matheson, il faut que le Canadien l'échange. Il entame sa dernière année de contrat. Un contrat de 4 points quelque chose, là, si je ne me trompe pas. Je vais pouvoir le sortir pendant que... Je pense que c'est 4.4 peut-être, mais je ne suis pas certain. Une affaire comme ça. Et donc, le Canadien va pouvoir l'échanger. Matheson qui est à 4.87. Donc, le Canadien va pouvoir l'échanger. Et Matheson, il a une bonne valeur. Excellente valeur. Excellente valeur. Là, il y a des rumeurs que Kyrou, peut-être Nugent Hopkins, ça pourrait être des cibles pour le Canadien. Mike Matheson devient une pièce maîtresse dans ce genre de transaction-là. Oui, absolument. Je veux dire, ça va coûter beaucoup plus pour avoir, peut-être pas Nugent Hopkins,
s'il accepte d'être échangé, parce que c'est difficile à convaincre un gars de 31, 32 ans, je pense qu'il a 31 ans ou 32 ans, de quitter la seule ville qui a joué toute sa vie, toute sa famille est basée là. C'est peut-être un peu, c'est pas évident, mais peut-être qu'il va accepter si l'offre est là. Euh, Ça pourrait être possible dans ce cas-là. Pour Cairo, ça va coûter beaucoup plus cher là, parce que je pense que Saint-Louis n'a pas intéressé un actif qui, malheureusement, va finir dans un an. Mais si Montréal voulait être encore plus wise et vraiment pousser un peu la note, je pense qu'il leur reste 2 places de rétention de salaire en ce moment. Imagine-toi si tu retiens 2 millions du salaire de Matheson et tu le Ouais. mets sur le marché. Ben ouais. La Vas-y fort. valeur va être superbe, là. Vas-y Une équipe fort. qui se bat, qui va aller pour le championnat, vont dire, My God, et tu donnes un gars comme lui pour 2 millions, ça va être super pour ma profondeur. Alors, ça peut être une option que Ben, Montréal peut envisager. encore là, on parlait de Edmonton, Ryan Nugent-Hopkins. Si tu fais de la rétention de salaire, ben pour eux autres qui sont à côté sur le plafond, ça devient encore plus avantageux. Oui. Mais encore là, ça va être aussi difficile parce que Montréal sont aussi à côté sur le salaire. Alors, il va falloir faire peut-être que Price va être mis sur le blessure à long terme. Peut-être qu'ils vont l'échanger à une équipe qui a besoin de se rendre San Jose, là, on parle tout de San Jose, là, évidemment. Là. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites. Je pense que l'ancien spécialiste d'agent de joueur, Kent Hughes, sait exactement quoi faire avec ça. Je pense qu'il y a un plan en tête. Je pense, on sait qu'il y a eu des discussions avec Mike Madison au Combine qui a eu lieu à Buffalo avant le repêchage. Et c'était des longues discussions. Ça pourrait être le type de choses qu'ils lui ont demandé. Mike, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de futur pour toi ici. Comment est-ce que tu veux qu'on approche ça? Est-ce que tu veux qu'on t'échange pendant la saison morte pour que tu puisses commencer l'année avec ta famille ailleurs, les inscrire à l'école? Est-ce que tu veux qu'on attende puis qu'on trouve une équipe qui aspire au championnat? Comment est-ce que tu veux faire ça? C'est peut-être le type de décision qu'ils ont eu. Parce que tu demandes à. Écoute, écoutez le père de Lane Hudson parler de Mike Madison, puis de la façon qu'il a aidé Lane Hudson, là. Il vante pas complètement, dit c'est la différence pour le développement. Ces gars-là fait tout, tout, tout pour aider les jeunes joueurs du Canadien sur et hors la glace. Alors, il ne faut pas que les gens euh, perdent dans l'idée que ça va être une grosse perte pour l'équipe. L'amateur le regarde et c'est comme ah, on s'en fout, on a un paquet de bons défenseurs, mais pour les joueurs du Canadien, la perte de Mike Madison va faire très, très, très mal. ouais, côté leadership, ça, je comprends. Même Ouais. que il semblerait que c'est Matheson qui a beaucoup vendu Montréal comme destination pour Dobson. Donc, c'est un peu chiant que ça fait en sorte qu'il est sur le marché, Ouais. mais je pense que ça fait partie de la business du Ouais. hockey. Puis peut-être que le Canadien ne l'échangera pas, mais moi, je trouverais inconcevable que tu perdes Matheson à la fin de la saison pour C'est rien. ça. Dans... Non, je pense que ça n'arrivera pas. Surtout que c'est pas comme si tu le perds, tu n'as rien pour le remplacer. En ce moment, ils ont leur top 4. Alors, En de toute plus. façon, c'est pratiquement une insulte à demander à Mike Madison, mais joue sa troisième ligne dans quelques minutes limitées, dans un rôle un peu effacé. Je pense qu'il mérite mieux que ça, puis il est meilleur que ça. Oui, puis je sais qu'on le fait par respect pour David Savard, que de toute façon, ce qu'on allait avoir comme retour, c'était la retraite, on ne l'échange pas pour rien. Mais là, Mike Ouais. Matheson, il va jouer encore au C'est hockey ça. pour une couple d'années. Là. Il va aller Ouais, rechercher un contrat puis de pouvoir se faire valoir une position qui est avantageuse sur un top 4. ouais. Parce qu'il a le talent pour être sur un top 4. Je pense que c'est bénéfique pour lui aussi. Là. En effet. Puis Kent 100% Hughes, c'est son d'accord avec ancien ça. agent. Fait que Ah, ils ça se aussi, connaissent. ça, j'étais ça, tu m'informes de ça. Ça, je ne savais Ouais, pas bien, ouais, ouais. honnêtement. Bon call, JB, je n'étais pas au courant. Fait que, tu sais, quand tu dis il va y parler, pense qu'ils se sont déjà parlé. Oui. Je pense qu'ils ont un plan en tête, puis ça va aller, ça va se régler d'une bonne manière. Puis c'est important pour Montréal de bien faire ça avec Mike Madison. J'entendais du côté de Columbus que eux, ce qu'ils avaient offert, semble-t-il qu'ils ont offert Voronkov le 14 et le 20. Donc, le Canadien, c'est Heinemann 16-17 qui a été choisi. Et qu'eux, ils considèrent qu'il y avait une meilleure offre que le Canadien pour acquérir Dobson, qui était un petit peu comme déçu, presque, je te dirais quasiment fâché là, d'avoir la meilleure offre. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le fait que Montréal était vraiment top de la liste pour Dobson pour signer une prolongation de contrat qui a fait en sorte que les Highlanders ont choisi Montréal et non pas Columbus. Ça pourrait être le cas.
faut pas oublier que Dash commence à Columbus, avec Aaron Rodgers, désolé. Et tu veux quand même bâtir une relation où est-ce que les joueurs et les agents te voient comme une personne respectueuse envers eux. Alors, si l'offre entre Columbus et Montréal est tellement proche, puis d'après moi, elle était très, très, très proche, très similaire. Et c'était pas, les deux se valaient, là. C'est aussi bien de faire qu'est-ce que le joueur aimerait que tu Uh-huh. fasses. Tu parais bien, tu as une bonne réputation, l'agent l'apprécie, et ça va t'aider dans le futur. Alors, je pense que c'était la décision à prendre pour Dash. À la longue, se forger une bonne réputation dans la Ligue nationale comme un DG qui a le respect de ses joueurs. D'accord avec toi. Noah Dobson avait Montréal au top de sa liste. Noah Dobson est un excellent défenseur. Je te dirais, moi je dirais entre 10 et 15 là, peut-être dans la Ligue nationale là, des meilleurs défenseurs. Et il a choisi, il voulait venir à Montréal. Fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un top talent dans son prime, 25 ans, qui dit « Moi, c'est à Montréal que je vais aller ». C'est un beau message, ça, là, qui s'envoie au restant de la Ligue. C'est énorme. C'est énorme. Ça vient du fait que pour les joueurs le savent, juste en jouant contre Montréal, que l'équipe s'apprête à franchir un niveau où ils vont être bons pendant longtemps. Alors, c'est agréable à jouer. Surtout lorsque tu joues dans une bonne équipe à Montréal. C'est ça. C'est toute une expérience, là, c'est trippant. Je pense que beaucoup de ça vient du fait que les joueurs veulent tellement jouer pour un gars comme Martin Saint-Louis. Il traite ses joueurs comme des hommes, des gens matures qui sont capables de penser. Il leur donne confiance. Il travaille avec eux pour qu'ils s'améliorent. C'est pas le fouet. C'est pas le gueulage après les joueurs. Je pense que tout ça vient en fait que c'est devenu une place de luxe de jouer à Montréal pour beaucoup de joueurs. Pas tout le monde, parce qu'évidemment, les taxes, ça aide pas, là, puis on ne se comptera pas de blagues. Mais pour beaucoup de joueurs, ils se disent, Moses, imagine-toi gagner un championnat comme un membre du Canadien de Montréal, dans une belle ambiance. Les gens savent que dans le vestiaire est très bon à Montréal en ce moment. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, ils s'amusent. C'est fun de venir jouer à Montréal. Là. C'est fun d'être dans ce vestiaire-là. Ça compte pour beaucoup aussi. Là, parce que, écoute, jouer avec les Rangers, c'est toute une expérience, là, jouer à Madison Square Garden. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont jouer avec les Rangers en ce moment. Non, là. Ça n'a pas l'air d'être très beau en ce moment. Le dans ce respect des vestiaire-là. vétérans, comme on disait, tu sais, qui jasent avec. Ah non, on va te placer au balotage si tu veux pas pour que. Oui. Ouais, regarde. Puis si tu n'aimes pas ça, là, je vais t'échanger une équipe que tu veux vraiment pas aller. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment désastreux avec les Rangers. Puis ça va être mauvais pendant longtemps. Là. Puis ça, ça commence du propriétaire James Dolan qui a une très mauvaise réputation, même au basket. La ville de New York le déteste et c'est sa façon de faire. Chris Drury qui fait juste suivre qu'est-ce que le boss fait. Et ça va être mauvais pendant longtemps à New York. Je ne m'attends pas à beaucoup de succès. Ouais. Quand tu disais de Martin Saint-Louis que sa façon de traiter les joueurs, c'est un élément positif. Tu m'as fait penser à l'exemple inverse, qui est bien connu à Montréal. Lui, il prend ça comme une reine de boxe. Fait que, ça rare, là. Moi, il parlerait, demander ses versions. Moi, je le protège pas, rien. Si c'est si pire que ça, là, je demande aux hôteliers de le barrer, qu'ils ne le laissent pas rentrer. C'est tout. Ça va finir la chaudrette là. Je t'aime. En bon français, qui mange la merde. Pat Burns sur Shane Corson. Écoute, il y a toujours un bon entraîneur pour l'équipe. Dans ce temps-là, il y avait besoin de Pat Burns parce que c'est une équipe de joueurs qui est absolument fou, qui sortait vraiment le bordel quand les joueurs du Canadien sortaient dans ce temps-là. Alors, je pense que Pat Burns, il y avait besoin d'un Pat Burns. Il y avait besoin d'une police. Fait que ça, on dit, on va pas aider Oui. Pat Burns. C'est la meilleure police qu'on peut trouver par à peu près. Ouais. La brigade défensive du Canadien, jusqu'à preuve du contraire, on va dire, parce que Matheson, il est encore là. Goulet, Dobson, Hudson, Matheson, Carrier, Jacquet. Là-dessus, on ajoute Rainbacker et possiblement Mailloux, s'il atteint la Ligue nationale. Toi, tu vois ça où en termes, dans la Ligue nationale, en termes de qualité de brigade? Le Canadien, sa brigade
elle se classe comment par rapport aux autres? Est-ce que c'est une brigade qui est contender, qui est en milieu de peloton, qui est dans... Je pense pas que ça soit dans les pires, là. Clairement pas, mais Non. tu classes ça où, ce corps-là défensif? Si tout le monde est en santé, je vois ça meilleur que la moyenne. Là, comme un des 10, 12, 13 meilleures défenses de la Ligue en ce moment. Parce qu'ils sont jeunes. Mais Puis dans oublie une pas couple que les d'années, mettons. défenseurs... Ben ça, les défenseurs atteignent leur apogée, ça commence à 27 ans. Tu sais, Dobson n'a même pas, même pas là encore. Là. Il y a encore de l'amélioration dans Dobson. Là. Habituellement, c'est à 26, 27 ans que ça commence à devenir à leur meilleur. Dans 3, 4, hein? Si tout le monde est là et tout le monde est en santé, ça va être. Ils vont flotter dans le top 3 ou 5 de la Ligue facilement. Wow. Je ne vois pas pourquoi non. Ils vont être solides défensivement. La rondelle va bouger rapidement. Elle ne restera pas longtemps dans la zone. Ils vont pouvoir jouer beaucoup de minutes dans le top 4. Ça va donner une grosse robustesse en bas d'alignement parce que tu n'auras pas besoin autant. Ça va être une défense complète. Moi, si tout va bien en ce moment, je dis dans 3-4 ans, ça va être dans les 5 meilleurs de la Ligue. Des fois 2, des fois 3, ça va monter puis descendre. Là. Mais ça va être parmi les 5 meilleurs. Je suis pas mal convaincu. Je n'ai pas peur de me mouiller sur ça. Jusqu'à 2. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une défensive qui peut ramener une coupe dans une organisation. Là. C'est une défensive qui est compétitive. Ça va commencer dans 3-4 ans, oui, ça va commencer. Il faut être patient. Là, en ce moment, d'après moi, Montréal, pour l'amateur, là, je dirais qu'en ce moment, d'une manière, il rentre dans la période la plus dangereuse d'une reconstruction. Parce que c'est facile d'accumuler des espoirs. Mais lorsque ces espoirs sont dans la Ligue nationale, ça prend quelques années pour apprendre tout ce qu'il faut pour être un champion. Et c'est là où est-ce que l'amateur perd patience. On l'a vu déjà cette année. L'année dernière, on se demandait si Caulfield allait être un bon joueur de la Ligue nationale parce qu'il avait connu une mauvaise saison. Il traînait une blessure à l'épaule. On commençait à entendre des rumeurs, mais peut-être qu'on devrait l'échanger. Il est revenu très, très fort l'année dernière. Slavkovski, qui a seulement 20 ans, qui se développe encore, il y en a qui se demandent, mais peut-être qu'on devrait l'échanger, ça n'a pas l'air avec le gars qu'il nous faut. Il a seulement 20 ans. C'est pas tout le monde qui va être un Hudson qui va rentrer et qui va épater la galerie pendant toute une année au complet. Là. Demidov ne va pas jouer, probablement pas jouer constamment sa première ligne puis tous les avantages numériques parce que peut-être la fatigue, peut-être des carences en défensive au début. Il faut être patient, juste laisser le temps se développer. C'est, comme on dit toujours, c'est pas linéaire l'amélioration d'un jeune joueur. Faut pas. Si on décide que ces joueurs-là ont ce qu'il faut pour être une équipe championne, mais qu'on les garde ensemble. Qu'on ne commence pas à les échanger dès qu'ils montrent un signe de faiblesse, parce qu'il va en avoir des moments de faiblesse. Alors, c'est là où est-ce que j'ai toujours peur que des équipes perdent patience ou ils paniquent puis commencent à échanger des joueurs avant le temps. C'est vraiment, soyez patients. Tampa Bay, il y a quelques années, avant qu'ils gagnent les 2 coupes une après l'autre, l'année d'avant, ils ont été éliminés par 4 parties en première ronde par Columbus. Personne n'a été échangé. Là. On le sait ce que ça a donné à Columbus. Là. Après ça, Skyrocket pour des... Ah non, c'est pas... Probablement. C'est pas arrivé. Mais les deux années de suite, Tampa Bay a gagné 2 coupes Stanley 2 années de suite, après avoir été éliminé en 4 parties en première ronde. Il faut être patient. Il faut le garder long terme. Puis ça, c'est difficile pour l'amateur moyen des fois. Oui, il faut apprendre à gagner. Il faut laisser au gars le temps de se développer. Mais là, toi, tu parles des amateurs. Qui sont comme Slav, on l'échange ou Caulfield. Ah ouais. Mais on s'entend-tu entre toi et moi que on n'a pas l'impression que Kent Hughes et Jeff Gorton vont tomber dans ce panneau-là? Qu'ils vont paniquer? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'ils vont être en mode panique. Moi, j'ai pas l'impression. Non, mais encore mieux, encore plus important, il ne faut pas que Jeff Molson panique. Parce que des fois, ça devient drôle. C'est ça. Je crois pas. Je pense qu'au début, il n'était pas sûr de la reconstruction parce qu'il disait il y a des années qu'on ne peut pas faire ça à Montréal. Quand il a décidé d'y aller pas, mais là, il a vu que ça va vraiment bien, l'amateur l'embarque. Je pense que Jeff Molson a décidé que oui, j'embarque, je ne changerai pas d'idée, j'ai confiance en ce qui se passe à Montréal, il est content, ça va bien aller. Mais souvent, le propriétaire perd patience plus vite que le DG. Oui.
sais, ils seront pas là aspirant à la Coupe Stanley. On s'entend. Pas avant 2-3 ans, facile encore. Ouais. Est-ce que le Canadien, de la manière qu'il a procédé à sa reconstruction et ce qu'il a comme actif en date d'aujourd'hui, tu te dis, ils vont être capables de devenir aspirants à la Coupe Stanley? Oui, il y a un gros avantage que j'ai pas vu des fois dans des équipes en reconstruction qui ont fait une reconstruction telle que Toronto, mettons, même Edmonton, c'est que leurs meilleurs joueurs n'ont pas un salaire de fou à Montréal non plus, là. Mhm. Regarde, le salaire de Suzuki, le salaire de Caulfield, le salaire de Goulet, Puis là, c'est le pas plafond énorme, là. monte, là, fait que le lousse, il Le va... plafond monte, puis tu sais, leur salaire est loin d'être ridicule, même c'est beaucoup plus bas que ça devrait l'être. Ils rentrent dans leur apogée à ce moment-là. Ils vont commencer Uh-huh. à rentrer dans leur apogée. Là, Montréal va avoir un très beau avantage, c'est qu'ils vont pouvoir avoir de la profondeur. Parce que souvent, remarquez que ça prend de la profondeur pour gagner la Coupe Stanley. Là, t'es pas juste mené par tes deux meilleurs trios puis tes deux meilleurs défenseurs. Là. Les équipes qui ont gagné le championnat, c'est parce qu'il y avait de la profondeur. Quand tu Uh-huh. n'en as pas, tu vas pas loin. Ben, à part Edmonton, là, qui, Colorado, tu sais, qui est à cause de ben, ils sont McDavid allés et loin. Draisaitl, qui est deux fois en finale, mais la magie... Il a manqué un peu de jus, par exemple. Il a manqué un petit. Puis quand ils ont gagné, c'était vraiment pas convaincant. Là. Ça arrivait une fois de temps en temps, mais il manquait de profondeur. Puis avant ça, même Colorado en ce moment, tu sais, les gens, ils ont des joueurs hyper talentueux, mais dès la troisième ligne ou dès le cinquième défenseur, t'as rien. Puis ils ont de la misère. Parce que veut pas en série, quand tes meilleurs joueurs ont passé l'année à jouer beaucoup de minutes, ils n'ont peut-être pas l'énergie autant qu'ils ont, puis ils ont besoin de support. Montréal va pouvoir avoir ça. Puis ça va être primordial pour gagner une coupe. Puis c'est pour ça, je pense qu'ils ont choisi beaucoup de joueurs de soutien après la troisième ronde depuis quelques années. Là, les Tyler Thorpe et des joueurs comme ça, c'est pour jouer ce type de rôle-là de soutien. Ouais. Moi, j'ai un peu peur côté attaque en termes de profondeur. J'ai l'impression qu'il manque de matériel dans le pipeline pour le troisième, quatrième trio. Dans les buts défensifs, ça va. Deux premières lignes, ça va, mais il me semble qu'il manque de matériel. Les bonnes équipes utilisent le repêchage pour se bâtir une base et de monter la grande majorité de leur plan et de leur équipe. Mais tu peux aussi aller avec les agents libres. Tu peux aller avec les agents libres ou des échanges pour des joueurs établis. Ben, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher les gars de profondeur. Oui, mais éventuellement, c'est ça. Mais éventuellement, tu peux pas juste aller avec le repêchage. Mais si tu n'as pas trop dépensé ton argent juste avec tes vedettes, mais tu peux payer un peu plus pour avoir de la bonne profondeur. Uh-huh. Puis, si tu as une très bonne équipe qui aspire au championnat, mais tu as des vétérans qui n'ont pas gagné la coupe qui vont dire peut-être qu'il va prendre 1 ou 2 millions de moins pour venir gagner une coupe. J'ai fait mon argent déjà. Je veux finir avec un championnat. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, ça, c'est dans 2-3 ans. Qui, là, qui s'en vient, il va être vieux, là? Qui va être avisé. T'as les contrats. Le contrat de Price va être fini bientôt. Anderson, Gallagher, c'est des contrats qui finissent dans les 2 prochaines années. Alors, Montréal vont avoir beaucoup, beaucoup d'argent qui va bientôt être libre et disponible à eux. Là. Ça va être très intéressant. Ouais. Si le Canadien veut être une équipe aspirante dans 3 saisons, mettons, on dit 3 là, pour faire un chiffre précis, là, va falloir que Rainbacker y ait de la glace à Montréal pour qu'il puisse avoir de l'expérience. Est-ce qu'il commence cette année à Montréal? Ça va dépendre du genou, beaucoup, je pense. Mais moi, je pense qu'il va commencer à Laval pour un petit bout de temps. Pas très longtemps, là, mais je pense qu'il va y avoir peut-être 3 mois où est-ce qu'il va commencer à Laval. À moins qu'il vienne au camp d'entraînement puis il soit tellement plus fort, le genou soit super solide et il est excellent. Mais là, il pourrait commencer à Montréal parce que tu peux le mettre sa troisième paire. Ben, c'est ça. Carrier peut jouer sa deuxième, Dobson peut jouer. Ça va vraiment dépendre du camp d'entraînement, ses tests physiques, tout ça va dépendre. Moi, je ne serais pas déçu qu'il commence à Laval pour 3 mois même. OK. Parce qu'au moins, à Laval, si le genou est en bonne forme puis il joue à tous les games, mais il va jouer 30 minutes pratiquement par game à Laval. Là. Pourquoi pas? Puis ça va dépendre de ce qu'ils vont faire avec Madison aussi. Puis ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais
en termes de performance, ce que tu as vu la saison dernière. Il est prêt pour la Ligue nationale? Je pense que oui, il est prêt à commencer dans la Ligue nationale. Sa prise de décision est tellement rapide, sa relance est bonne, il ne panique pas. Il a commencé à développer un peu de rudesse, même dans son jeu à Laval, quelques petits coups sournois que ça ne m'a pas trop dérangé de le voir faire. C'était vraiment le genou qui était le gros problème. Et bien entouré avec une bonne défensive, tu peux le protéger aussi, le mettre dans des positions de force pour lui. Et quand tu es un joueur intelligent comme lui il est, puis tu ne te bases pas seulement sur tes habiletés strictement individuelles, sa lecture du jeu et sa vision me permet de croire que oui, il peut commencer la saison à Laval et à Montréal et bien paraître. OK. Fait on donne 3 mois pour le côté médical, donner le temps à Kent Hughes de se revirer de bord. Si on veut échanger Matheson, ça donne le temps de faire ça, d'établir le plan, puis Rainbacker après ça. Oui, je pense que tout est indécis en ce moment. Les options sont là et ça va dépendre de ce qui va arriver dans les prochains 2 mois là, en termes d'alignement, puis qui va être là, puis qui ne sera plus là. Avant de finir le show, on a parlé juste de Zdarovski, le choix numéro 34, première sélection du Canadien dans ce repêchage-là, mais il y avait plusieurs autres choix. Je veux que tu me dises, là-dedans, y a-t-il des joueurs notables? Je sais que Charles Pellerin, qu'on a reçu sur le show, qui collabore avec le podcast de Red Soul Tape, avait LG Mooney à la fin de la première ronde. Je pense que c'était 32e. C'est un petit joueur, mais très talentueux. Est-ce qu'il y a des gars là, dans le repêchage canadien là, qui sont dignes de mention selon toi? Moi, j'avais LJ Mooney en fin de deuxième ronde à cause de son talent vraiment impressionnant. C'est un gars, un super passeur, bonne manière de rondelle, mais comme on dit, très, très, très petit, très, très frêle. 5 et 7, hein, si je ne me Mais trompe ça pas. vaut la peine. Je pense qu'il est 165 livres. Non, il est plus pas 185 livres, je voulais dire. Ou peut-être 165, 185 dans ces environs-là, je ne suis pas certain. C'est un très, très beau risque. Je veux dire, en quatrième ronde, là, tu sautes sur ça et tu es bien content. Et d'une façon intéressante, j'espère qu'il va connaître la même carrière que son cousin Logan Cooley. Ça serait vraiment bien. On le prendrait, hein? Je le prendrais. Je peux rapidement là, commenter sur des joueurs que j'ai vus, là, comme Aiden Papanakis. Pendant un certain temps, au mois de janvier, il avait vraiment impressionné. On pensait qu'il allait vraiment un peu exploser, mais ça n'a pas été si bien qu'on espérait. Mais quand même, un centre droitier de 6 pieds 4, 195 livres. L'avantage pour lui, c'est qu'il joue avec Kelowna Rockets qui vont avoir la Coupe Memorial chez eux. Alors, il va jouer pendant la Coupe Memorial. Ça va être très important pour son développement. Puis ils vont pacter un club aussi, Alors, fait que côté offensif, ça devrait aider. Là. Oui. Bien, au fait, même qu'est-ce qui va être intéressant peut-être dans son cas, c'est que peut-être qu'il va jouer sa troisième ligne avec Kelowna, mais ça va être son rôle un peu dans la Ligue nationale. Alors peut-être qu'il va développer son rôle. Alors, c'est pas un mauvais choix en troisième ronde. Moi, j'avais comme une option en troisième ronde. Je n'avais pas fait un classement de troisième ronde, mais j'avais comme une option de troisième ronde. Bryce Pickford en troisième ronde aussi, Madison Hat. Deuxième année d'éligibilité, alors il faut peut-être faire un peu attention. Mais offensivement, il était dominant toute l'année. Il y a eu une grosse avance offensivement. Un boulet de la ligne bleue. Très, très bon lancer. Et pour un défenseur, c'est série. 18 games de jouer, 13 buts, 11 passes en série. C'est pas si mal. Là. Je sais que Madison Hat, c'est Madison Hat. C'est une équipe pactée. Mais c'est une équipe pactée aussi parce que lui était là. Ben oui, c'est ça. Il n'en profitait pas des autres. Intéressant, le gardien Radkov, 6 pieds 4, 195 livres. Qu'est-ce que je peux trouver intéressant dans son cas? Il n'a pas beaucoup joué dans la Ligue junior russe, ce que j'aime pas, parce que c'est pas une très, très bonne ligue, mais une moyenne de 918 de pourcentage d'arrêt qui est très, très bon. Et tu vas l'avoir pour 4 ans. Et c'est l'un des jeunes joueurs, les joueurs les plus jeunes du repêchage de cette année. Il est né à la fin août. Alors, c'est un beau option à long terme. C'est loin dans le repêchage. Un joueur que j'ai bien aimé, c'est Carlos Sandel, qui ont choisi en 6e ronde, qui joue avec Halifax. Il vient de l'Allemagne, défenseur droitier, il bouge très, très bien la rondelle. Il a très bien joué pour l'Allemagne dans le championnat du monde. Qu'est-ce qui m'a impressionné un peu plus dans son cas, c'est que Halifax avait, je pense, 2 joueurs de 20 ans, aucun joueur de 19 ans.
Le reste ouais? est 18 et 17 ans. Et 16 ans. Lui, eux, c'est pour leur C'était- cycle. C'est hyper jeune à Halifax, là. Uh-huh. C'est très, très, très jeune. Alors, il prenait une grosse, grosse responsabilité dans cette équipe-là. Alors, venant de l'Allemagne, beaucoup de responsabilités dans une équipe très jeune, il a bien performé. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Euh, Alexis Cournoyer est un gardien un peu plus âgé. Je pense qu'il a la deuxième année d'éligibilité. Euh, Peut-être le fait qu'il va aller jouer à Cornell va les intéresser parce que Ken Dryden est allé jouer à Cornell. Je ne sais pas. Je pense pas que c'est la même affaire vraiment. Là, je faisais plutôt une On blague. fait les connexions qu'on peut. Hein? Ouais, c'est ça. Écoute, je pense qu'à ce point-là, ils ont fait des faveurs à leur dépisteur. Puis je pense que c'est la philosophie de Montréal. On repêche beaucoup, beaucoup de gardiens. Puis on essaie de voir qui va pogner dans cette C'est ça, liste-là. exact. Alors, C'est comme des j'ai trouvé le spaghettis. repêchage de C'est comme des Montréal. spaghettis, t'es fait bon. cuire, puis Ouais. t'es garoches sur le mur, puis s'il y en a un T'es qui colle, garoches. tu fais comme c'est lui, c'est bon. C'est un peu ça, les gardiens, ces temps-ci. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le premier choix. À part ça, j'ai trouvé ça correct. Ça ne m'a pas épaté, mais j'ai trouvé ça correct pour Montréal. Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que la reconstruction, genre, on passe par le repêchage pour aller chercher du talent, c'est pas mal terminé. Là. Mhm. Tu sais, qu'on se fie là-dessus pour aller chercher le corps. Ouais. Le corps, on l'a, là. Oui. Je pense aussi qu'ils vont peut-être essayer de trouver comme je dis, des gars dans des positions, comme j'appelais avant, premium. Tu sais, alors, Aiden Pepenakis, oui, on le voit, puis c'est comme on n'est pas certain vraiment, mais on se dit, s'il pogne, mais c'est un centre de 6 pieds 4 droitier. Ouais. C'est rare à trouver, ça donne de la valeur, c'est important. Et si ça arrive dans 3 ans, quand Montréal est prêt à commencer à être une équipe aspirante, ben, un gros centre droitier, sa 4e ligne comme ça vaut son pesant d'or, là. Mhm. Tu disais pour Radkoff qu'il est très, très jeune, un des plus jeunes de la QV, puis que le Canadien va l'avoir pour 4 ans. C'est annoncé par la Ligue nationale le prochain CBA, donc la convention collective est annoncée. Et on a réglé la fameuse question là, de la provenance des joueurs. C'est 4 ans, c'est 3 ans, c'est 2 ans, dépendamment de la Ligue. À partir, pas cette année, mais l'année prochaine, 22 ans. Tu as les droits jusqu'à 22 ans. Ça va de l'allure. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça finit casse-tête Beaucoup. les avantages. Ah, Hey, oui, tu sais qu'on prenait des guests, en Europe, on les a plus longtemps. Non. oui. 22 ans, tout le monde. Ça va donner, je pense, Ça ça va donner un bénéfice du doute aux joueurs de la Ligue canadienne, particulièrement. Là. il fallait faire ça pour protéger la Ligue canadienne de hockey, sinon c'était le massacre au complet, là. Si les États-Unis, les collèges américains peuvent payer les joueurs et les garder pour plus longtemps, mon Dieu, la Ligue canadienne de hockey aurait eu rien à offrir, là. Ça a été un désavantage du début à la fin. Mais même plus loin Alors que là, ça, au moins, c'est t'as que ça. tu fais quoi avec le gars, il est repêché dans la queue, mais après ça, il transfère aux États-Unis. C'est-tu Oui. 4 ans? C'est-tu 2? C'est-tu au moment du draft ou c'est après? Là? Oui. 22. Fallait régler ça. Puis pour une fois, la Ligue nationale est allée rapidement régler un problème. Des fois, ça dure longtemps. Puis de la manière logique et efficace. Parce que la Ligue nationale, des fois, là, tu fais comme... C'était simple. Ah non, on passe par Chicago pour aller à Vancouver. C'est comme, non, vas-y à Vancouver direct. Là. C'est une bonne chose. Puis je pense que ça va être bon pour tout le monde. Tout le monde impliqué là-dedans. Je pense que ça vaut la peine. Rick, gros merci encore une fois d'être venu faire ton tour sur le podcast Les Glorieux. J'espère que ça n'a pas trop fait mal. Merci beaucoup. Ah non, j'adore. Écoute, c'est un beau moment de ma semaine lorsqu'on peut jaser de hockey. Puis j'adore l'ambiance ici. Puis des bonnes questions, des sujets très intéressants. Je te remercie beaucoup, JB. Génial. Sache que je t'apprécie, c'est pour ça que je fais appel à toi. Fait que j'espère que les auditeurs aussi apprécient ce genre de podcast-là. Les agents libres, ça s'en vient le 1er juillet. On était supposé d'en parler en ayant Jerry avec nous, mais on fera un épisode plus bilan la semaine prochaine quand ça sera fait. Ça sera derrière nous. Donc, gros merci tout le monde d'avoir été là. C'était JB Gagné, votre animateur, puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!